Donc, la conclusion est qu'au tout début du néolithique, les gens en Géorgie faisaient déjà du vin. Bon, c'est une hypothèse que l'on trouve dans la littérature depuis longtemps, la domestication de la vigne, le premier vin en Géorgie. Donc là, c'est un élément concret qui reste discutable, mais qui est un élément important. Il laisse entendre qu'on pourrait faire du vin depuis 8000 ans dans cette région. Malheureusement, on n'a pas de vigne encore. Dans ces sites archéologiques, on cherche, avec tous mes collègues archéobotanistes, cherchent désespérément, on ne trouve pas de traces de vigne. En fait, si on regarde un peu plus, avec une focale un peu plus élargie, donc là vous voyez une carte de l'est de la Méditerranée, où est la mer Nord, la mer Caspienne, le Caucase et le Proche-Orient, et les petites pastilles de couleur représentent les découvertes de restes fossiles de vignes dans les sites archéologiques, et aux couleurs correspondent des périodes, une datation plus ou moins reculée. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant longtemps, ces découvertes de vignes, elles se font dans des sites qui sont localisés à l'intérieur de la zone de distribution de la vigne sauvage, la zone actuelle de distribution de la vigne sauvage. Donc il n'y a pas de raison de penser que ces gens-là cultivaient la vigne, ils pouvaient juste cueillir les fruits de cette vigne sauvage qui sont parfaitement comestibles et dont on peut faire du vin d'ailleurs. Il y a des expériences nombreuses qui ont été réalisées récemment. Et comme il n'y a pas des quantités de restes végétaux, il n'y a pas de raison de penser que ces gens-là cultivaient la vigne. En revanche, vous voyez peut-être les petits points verts qui sont... Alors la zone de distribution de la vigne sauvage, c'est cette zone rose là, vous voyez. Une nuance de rose. Et à partir de 5000 en gros avant notre ère, on voit des points verts qui sont largement en dehors de cette zone de la vigne sauvage. Donc pour amener la vigne là, il fallait que les gens la cultivent. Donc c'est les premiers éléments solides qui vont être de penser que les gens cultivaient la vigne. Et en plus, il se trouve qu'à peu près à l'époque, on trouve un nombre de plus en plus important de restes de vigne dans les sites archéologiques. Donc, les éléments archéobotaniques laissent penser qu'on cultive la vigne depuis peut-être 7000 ans, 6000, 7000 ans dans ces eaux-là, dans cette grande région-là. On ne sait pas exactement où ça a commencé. Et il y a un site particulièrement intéressant, encore dans cette zone du Caucase, ici, mais en Arménie cette fois, qui est un site aussi dont on a pas mal parlé, qui est la grotte Arménie. Et ce site, il est très particulier, donc ça, ici vous avez une vue de la grotte, parce qu'à l'intérieur de cette grotte, on a trouvé une véritable installation de vinification. Donc dans la grotte, il y avait donc des éléments en terre crue, un fouloir, et en relation avec ce fouloir, des jarres semi-enterrées où le jus pouvait s'écouler. Donc c'est encore la façon de vinifier dans cette région-là, dans des vases semi-enterrés qu'on appelle poivriers en Géorgie. Donc là, on peut penser que la vigne était vraiment cultivée et domestiquée. Maintenant, on va petit à petit se rapprocher de régions qui nous intéressent peut-être davantage. Donc, au niveau de la France, on a la vigne sauvage, elle est présente aujourd'hui et elle est présente en fait au moins depuis la fin de la dernière période glaciaire, donc il y a en gros 1000 ans, même avant. Et vous voyez sur ces cartes-là, les pastilles rouges correspondent aux sites archéologiques où on a trouvé encore des restes de vignes. Donc ici, le mésolithique, c'est juste après la fin de la dernière glaciation, c'est encore des chasseurs-cueilleurs. On trouve de la vigne pratiquement que dans le sud de la France. Et donc ça veut dire que ces gens-là, avant le début de l'agriculture, ils utilisaient déjà les fruits de vigne sauvage, ils les consommaient. Et puis ici, dans le néolithique, le début de l'agriculture, là, on trouve de la vigne sauvage un peu partout dans les sites archéologiques. Donc, c'est vrai que c'était une ressource assez régulièrement utilisée. Et probablement que donc, le néolithique, en fait, ça correspond en gros à ce qu'on appelle l'optimum climatique après la période glaciaire. Donc c'est une période de réchauffement important, une période d'humidité aussi. Donc là, certains ont été très favorables à la vigne et à sa migration naturelle. En fait. Donc c'est peut-être le moment où la vigne sauvage a atteint ses limites les plus septentrionales, probablement même au nord du territoire actuel de la France. Bon, donc les gens, pendant des millénaires, en fait, ils cueillaient ces baies de vigne sauvage, ils les consommaient, mais il n'y a pas de raison de penser qu'ils en faisaient autre chose que juste les consommer. On n'a pas trouvé d'éléments qui nous permettent de penser qu'ils la cultivaient, ou même qu'ils faisaient du vin, ou en tout cas, pas d'éléments qui soient véritablement admis par la communauté scientifique.
Mais on voit des changements, en fait, à partir du 6e siècle avant notre ère, et c'est ce que l'on trouve dans les livres d'histoire depuis toujours. C'est-à-dire que c'est les Grecs qui ont fondé Marseille et qui ont amené la vigne et l'olivier en Gaule. Les archéologues, les archéobotanistes ont cherché à montrer qu'on avait commencé à cultiver la vigne avant, mais pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de penser que c'était le cas. Donc les plus anciens éléments montrent que c'est à Marseille qu'on a commencé à faire du vin. Et on faisait du vin, pas uniquement pour le consommer, mais pour le vendre. Donc dans cette ville de Marseille, fondée autour de 600 avant notre ère, dès le 1er siècle, peut-être même au bout de quelques dizaines d'années, ces gens-là ont commencé à produire des amphores. Vous voyez ces vases-là qui servaient à transporter, alors pas que le vin, mais celles-là sont caractéristiques du vin. Et elles étaient faites pour le transporter et pour le vendre. Ça, c'est des amphores à vin fabriqués à Marseille et qui étaient diffusés. Vous voyez ici cette carte-là avec les petits carrés. C'est la diffusion de ces amphores à vin de Marseille. Ce vin était vendu notamment aux populations indigènes dans tout le triangle barodanais. Donc du vin qui est fait à Marseille, qui est vendu essentiellement aux sociétés gauloises autour. Mais ce que l'on a découvert ces dernières années, c'est que ces Gaulois, ils ne faisaient pas qu'acheter du vin aux Marseillais, ils en faisaient aussi. D'ailleurs, vous voyez ici ce graphique-là qui est peut-être pas très très clair, mais il montre la fréquence des pépins de raisin dans les sites archéologiques par période, du plus ancien au plus récent, donc du néolithique jusqu'à l'époque romaine. Et ici, on a le premier âge du fer, donc l'époque où on a la fondation de Marseille, et vous voyez que la fréquence des pépins, elle augmente beaucoup juste après, à partir de 500 avant notre ère à peu près. Donc ça veut dire que les Gaulois, là, ils deviennent beaucoup plus familiers, je dis beaucoup plus régulièrement de la vigne, et autant, en fait, on en trouve aussi fréquemment qu'à l'époque romaine. Et on trouve aussi des pédicelles. Les pédicelles, pour les archéobotanistes, c'est un témoin de vinification et pas juste de consommation du raisin. Quand on consomme le raisin, on va trouver que les pépins, ce qu'on rejette après consommation. Les pédicelles, c'est des déchets qui sont plutôt produits par le foulage et le pressurage du raisin. Donc ces Gaulois, et en plus, à ce moment-là, on a un changement dans la morphologie des pépins. En fait, la vigne sauvage, elle fait des choses, je n'ai pas dit ça, mais elle fait des pépins qui sont très caractéristiques, qui sont très petits, très sphériques. Et la vigne domestique, elle fait des pépins d'une forme différente, avec le grossissement des baies, les pépins ils s'allongent, ils ont un bec plus marqué, et ces changements de morphologie, on les suit dans les sites archéologiques. C'est à cette époque-là aussi, donc on a plus de pépins, on a des restes végétaux qui sont plus diversifiés que ces pédicelles, et on a une morphologie typique de la vigne domestique. Et on trouve ça, en fait, dans beaucoup de sites gaulois de cette région-là. Donc c'est une zone où les gens ont commencé, peut-être sous l'influence des Grecs, des Phéniciens, ils ont commencé à connaître le vin, et puis, comme ils connaissaient la plante, ils se sont mis à cultiver cette plante et à faire eux-mêmes leur vin. Donc dans des sites comme par exemple ce site de Latte, qui est à l'embouchure du Lez, au sud de Montpellier, qui est un site indigène où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre les Gaulois et puis avec les populations méditerranéennes, les Grecs, les Étrusques, etc. Donc dans ce site-là, on a trouvé beaucoup d'indices qui montraient qu'il y avait de la vinification, par exemple une presse, des traces de plantation. On arrive à la période romaine. Pour la période romaine, je vais aller assez vite, passer un bon cours avec mes collègues. La période romaine, c'est une période de viticulture de masse, dans la région méditerranéenne. Vous voyez cette carte, ce sont les ateliers de fabrication d'amphores, donc ces vases qui étaient destinés à exporter le vin. Il y en a, je ne sais plus combien, il y en a 150 ou 200 ateliers qui sont répertoriés de nos jours. Donc c'était vraiment massif, et ces amphores qui sont caractéristiques de cette région, on va les trouver un peu partout dans l'Empire, on les trouve à Rome, on les trouve beaucoup sur la frontière du Rhin où sont passées les légions romaines. Donc c'est un vin qui est produit dans la région et qui est échangé beaucoup dans l'Empire, surtout dans la partie occidentale, mais il voyage beaucoup. Et on trouve des quantités de ces sites-là qui sont des véritables chais. Donc on en connaît aujourd'hui, pareil, des centaines dans la région. Alors juste, moi je suis archéobotaniste, alors j'ai toujours tendance à parler des restes végétaux. Donc dans ces sites romains, on a trouvé évidemment encore beaucoup de charbon de bois, de pépins de raisin. Et ces pépins de raisin, on essaie de les faire parler un peu pour mieux connaître la vigne qui était cultivée par les Romains. Là, cette vigne, on ne la connaît pas, on a des noms de variétés, entre guillemets, qui sont cités par les auteurs romains.
Mais ces noms de variétés, on ne peut pas les rapprocher de variétés connues aujourd'hui. Donc on sait qu'il y en avait plusieurs, qu'il y en avait beaucoup, énormément, c'est les auteurs, mais on ne sait pas quels étaient. Donc nous, à partir de nos restes végétaux, on essaie de comparer avec des graines, des bois de variétés connues aujourd'hui. Alors pour ça, on étudie la forme des pépins, comme je vous ai dit, mais aussi quand on a la chance d'avoir des pépins conservés dans des milieux humides, gorgés d'eau, qui ne sont pas carbonisés, la plupart du temps, nos restes végétaux qui sont carbonisés, on arrive depuis quelques années seulement à extraire de l'ADN ancien qui est conservé dans ces pépins et à comparer cet ADN avec l'ADN de variétés connues aujourd'hui. Donc on a eu, c'est un des seuls endroits où on a ce type de résultat à l'heure actuelle. Dans plusieurs sites du Languedoc actuel, on a trouvé de l'ADN ancien, on a réussi à le comparer à des variétés connues. Donc ça, c'est une petite pastille de couleur représentant des pépins archéologiques. Donc on voit que ces pépins, ils correspondent à des variétés différentes. En fait, je ne sais plus, on a étudié peut-être une quinzaine de pépins de 4 ou 5 sites différents, et là-dedans, on trouve 11 variétés différentes. Donc ça donne une idée de la diversité. Et ça, l'étude de la morphologie va aussi dans ce sens. On a une diversité très très forte dans ces sites, dans tous les sites de Rommel. L'acclimatation de nouveaux cépages, ou en tout cas la domestication de nouveaux cépages, à partir de peut-être de lignes sauvages locales. Alors, en effet, si on prend les auteurs anciens, les auteurs latins, ils citent des cépages. Alors on a dit, par exemple, la lobrogica, qui est le cépage des allobroges, c'est-à-dire en gros l'Isère aujourd'hui. Certains veulent en faire la Monteux, chez d'autres cépages, voire la Syrah. Ou alors la Levenica, qui est à Alba la Romaine, en Ardèche, etc. Tous ces cépages sont cités, mais Strabon, qui est un géographe qui écrit avant sa mort, donc avant 21 après Jésus-Christ, dit au nord des Cévennes, encore la vigne a de la peine à arriver à maturité. Donc on est dans un état où la vigne n'est pas encore, la vigne septentrionale ne s'est pas encore développée. Et effectivement, archéologiquement, on constate que la vigne se développe au moins 50 ans après tout ça. Donc il y a eu un temps de latence jusqu'à l'expansion vers le nord de la vigne. Je dis ça parce qu'on va arriver en Bourgogne quand même. Alors, après, c'est très clair, hein, les collègues, dans une synthèse de 2011, ont bien mis en évidence, alors ça c'est pour l'ouest de la Baule, les indices vitivinicoles qui dépassent largement la limite de la culture de la vigne, enfin limite actuelle. Vous voyez ici en gris, c'est la limite constatée en 1953 de la culture de la vigne. C'est la fameuse ligne qui va de Nantes à Reims, au nord de laquelle on n'a pas de vigne. En fait, à l'époque, déjà même à l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est ce qui est en noir et en hachure, j'oublie là, regardez ce qui est en couleur, ce sont les indices viticoles antiques. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'on a des traces un peu partout de production d'amphores, donc de contenants pour exporter le vin, ce qu'a montré Laurent Faller, c'est en orange. Il y en a à Caen, par exemple, il y en a le long de la Seine, en Normandie. On a des tonneaux, des fabrications de tonneaux, des tonneliers. En fait, les découvertes ne se limitent pas à quelques régions géographiques, c'est un peu partout, et même en Bretagne, on a des traces de plantation en verre, même près de Saint-Malais, traces de plantation de vignes, et bien sûr des restes organiques de pépins, de sarments, qui ont été trouvés un peu partout. Donc vous voyez que cette carte, elle est très colorée, elle montre qu'il y a toutes sortes d'indices, mais qu'elles sont réparties à peu près partout. Donc, il ne faut pas limiter donc, la culture de la vigne et donc la viticulture romaine à une seule région, ou en tout cas aux régions actuelles. Ça, c'est un résultat de l'histoire en fait actuelle. Si on poursuit, hein, il y a même déjà 20 ans que c'est publié, on avait des indices viticoles en Angleterre, sans problème. À la fois quelques outils de vignerons, typiques des serpes à tailler et autres. C'est tous ces points-là. Et puis on voit moins, mais avec les numéros, les carrés blancs, c'est des traces de plantation de vigne, avec des pollens de vigne conservés, en tout cas analysés. Ce qui veut dire que le bassin anglais, en tout cas le sud de l'Angleterre, le bassin de Londres, hein, était viticole de la même manière qu'ailleurs. On a quelques indices, vous voyez, même vers le nord, ici, vers le Yorkshire. Donc c'est vraiment lié au monde romain, et la Bourgogne ne va pas faire exception. C'est là qu'arrive, en 2008, et puis ça a été publié après, une découverte d'une vigne, alors c'est pas celle-là, c'est une vigne gallo-romaine à Gevrey-Champ-d'Affard. Cette image, je l'aime bien parce qu'on voit les coteaux actuels de Gevrey. Les vignes en plaine, l'extrême vigne, extension de la vigne en plaine, et puis c'est à la verticale du balling qui prend la photo, là, qu'on a trouvé un site, alors c'est l'INRAP qui a trouvé ça, donc j'ai étudié à cette occasion-là, un site de plantation de vignes. Ça, c'est
c'est une des premières traces de viticulture, réellement, puisqu'on a des traces en place. Hein. C'est pas un outil qui se déplace, c'est pas un pépin qui serait perdu d'une poche, etc. Les traces de plantation de vigne en place, mais dans la plaine. C'est ce qui était étonnant, parce qu'en Jura-Chambertin, tout le monde pensait que c'était sous le vignoble actuel. Justement, on va voir qu'il y a un décalage, un changement dans la mise en place des premiers vins sur les coteaux. Pas la même chose. C'est une chose que d'avoir des vignes à Jura-Chambertin actuelles, des vignes gallo-romaines à Jura-Chambertin, c'est encore une chose que d'avoir des vignes, là où on a des vignes aujourd'hui, à Jura-Chambertin par exemple. Et c'est un peu pareil pour toute la côte. Donc on a étudié cette vigne, c'est des trous de plantation, c'est ici assez peu conservé, ça doit aller quelques années. Tout ça a été publié, vous pouvez le consulter facilement, c'est en ligne. Et puis on a reconstitué une vigne un peu comme ça, une sorte de vigne haute en pergolette. Il y a des exemples italiens aujourd'hui, un peu comme ça. Ça, c'était un exemple intéressant parce que justement, ça montrait qu'on avait des vignobles là où on ne cultive pas de vigne aujourd'hui, c'était dans la plaine de céréales, bien qu'à Jura-Chambertin. Et qu'à l'époque, et c'est ce qui va se rendre compte parce que Laurent montre aussi, c'est qu'on a de la vigne autour, dans les propriétés, autour des villas romaines, en gros des établissements agricoles romains. Ça fait partie de la culture, de la polyculture des établissements agricoles romains. On n'a pas les villages encore. On n'a pas la structuration qu'on a aujourd'hui entre la côte, la plaine et les plaines. Un autre exemple que j'aime bien, je le montrerai plus rapidement parce qu'on est à Beaune, c'est celui-ci, c'est à Savigny-les-Beaunes. Alors c'est une vieille photo. Oui, Savigny-les-Beaunes est là. Photo 1962, où on avait, on a réinterprété les photos anciennes, vous voyez, de traces de plantation qui n'avaient pas été comprises à l'époque. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas daté directement comme l'autre de l'époque romaine, mais il y a pas mal d'indices sur lesquels je passe, et de raisonnement, qui amènent à dire que c'est avant le Moyen-Âge. Un certain Moyen-Âge. On est dans une vigne ancienne. Donc, les traces de vignes, ça se trouve, mais pas forcément sur les vignes actuelles. D'ailleurs, on ne fait pas beaucoup de fouilles sur les vignes actuelles. Si on pense que rien, on a la place des vignes actuelles. Donc, on est aussi un peu coincé par ce problème-là. Alors, si on va le prendre ensemble, ça donnait ça, avec des traces caractéristiques de plantation, et en plus clair, des traces de provilage. C'était la méthode de marcotage, qu'on dit aussi, la méthode de reproduction de la vigne avant le phylloxéra. En fait, on reproduisait la vigne par bouturage, finalement, on enterrait des cétoines, et puis il prenait racine, et ça donnait un plan identique. Ça, tout le monde l'a oublié maintenant, puisque à cause du phylloxéra, on est sur une vigne greffée depuis le début du XXe siècle. Ce qui est important à voir, c'est qu'à partir de la fin de l'Antiquité, on assiste, en tout cas un peu partout, la Bourgogne n'est pas pionnière, hein, elle fait partie du vaste mouvement d'expansion de la vigne romaine. À la fin de l'Antiquité, de la même manière, il y a un mouvement général qui va commencer, alors c'est une interprétation aussi, à voir en fait dans les vignes en pente, les vignes de coteaux, le signe de la qualité. Ça me paraît bizarre, mais ça me paraît d'une évidence. Mais en tout cas, dans la partie septentrionale, on a de plus en plus d'exemples, soit de textes, soit d'évidence archéologique où la bonne vigne, ce qui est bon, c'est sur les coteaux. Et ce qui délaisse la plaine, en fait. C'est-à-dire l'image qu'on en a aujourd'hui. Ça vient avec la fin de l'Antiquité, ça nous donne les vignobles qu'on les connaît, mais c'est vrai partout. Là, si je montre par exemple un exemple ici c'est les vins de Moselle, enfin c'est la Moselle actuelle, bon, c'est les coteaux, hein, ils ont plus vers le nord, un peu, peut-être lié à l'ensoleillement aussi. La diminution de l'ensoleillement vers le nord, le coteau permet de compenser un peu ça. Mais en même temps, dans les textes, les gens disent ce qui est bien, c'est la vigne de coteau, c'est la vigne difficile, c'est les terrains difficiles. C'est pas les plaines humides où la vigne se plaît d'ailleurs, c'est une plante vraiment au départ, ouais. Plutôt de milieu humide. C'est dans les conditions difficiles que la vigne devient bon. C'est des discours qu'on entend à ça. Et ça se met en place à la fin de l'Antiquité et au tout début du Moyen-Âge. Alors on a, en Moselle, ça c'est en Allemagne, hein, on a même trouvé des installations viticoles sous les vignes actuelles. Vous voyez la Moselle ici, la pente, et puis sous les vignes actuelles, là cette fois-ci pas des vignes, mais des installations de pressurage et de foulage de l'époque antique, 3e, 4e siècle. Donc la nouveauté qui va se faire, c'est que la vigne de coteau, c'est la racine de qualité, je vais vite là-dessus, ce qui va nous donner nos beaux coteaux viticoles. Alors, pas tous, un peu partout. Là où, ce qu'il faut aussi voir dans les premières vignes, maintenant qu'on passe au Moyen-Âge, c'est l'idée qu'on va avoir des vignes dans des clos, c'est-à-dire des lieux réservés à la vigne. Alors ça, c'est pas en Bourgogne, là, c'est trop beau. Ça date du XVe siècle, la fin du Moyen-Âge. Mais c'est les premières représentations dites de paysage
un très rugeur de Berry. C'est le frère de Philippe Le Hardy, pour ceux qui connaissent Philippe Le Hardy en Portugal. Donc, ces représentations de paysages montrent des champs ouverts, hein, des champs des cultivateurs, des troupeaux, etc. Mais surtout la vigne, elle est close. C'est le clos qui va faire vraiment le lieu de la vigne au Moyen-Âge. Clos de protection physique. Hein. C'est un clos qui est surveillé, qui est gardé. Hein. Il y a même des closiers, des closeries dans les clos. Clos qui emploie des gens, qui s'appellent des vignerons, ils ne produisent pas de main, ils travaillent dans les vignes. Les vignerons travaillent dans les vignes pour le seigneur ou les ecclésiastiques, les pauvres. Par exemple, les moines bien connus, on peut dire, dans le nord de la Gaule, enfin, non, dans la France, enfin, le royaume de France, ça peut être. Et donc, ces clos aussi sont des limites juridiques parce que ce qui est produit dans les clos c'est doté de privilèges à la vente. Donc, ce qui est produit dans un clos, par exemple, peut entrer, les moines de Cîteaux ont des passe-droits, passent leur vin produit dans le clos Rougeau, dans d'autres clos à eux, les passent sans payer les octrois par une certaine vie. C'est un privilège parce que c'est les moines, on leur donne un privilège. On n'est pas dans cette société égalitaire où la libre concurrence non faussée. On est dans les privilèges. Et cette idée-là, c'est que ça va former des lieux privilégiés pour la vie. On ne va pas changer ça tous les jours. Et certains sont restés en place, tous sont en place à ce moment-là. Donc, vous voyez, les nouveautés de la Bourgogne, pour l'instant, c'est de mettre en place une multitude de coteaux dans des lieux définis, surtout sur des bases fiscales et juridiques, et des lieux protégés pour la vigne. Maintenant, ce qu'on met dans les vignes, je vais très vite, parce qu'on saute à différentes époques, ce qu'on va mettre dans les vignes, c'est pas encore du tout ce qu'on va recevoir aujourd'hui comme des climats, vous voyez cette fameuse colline de Gorton avec une monoculture de vignes qui présente des variétés aussi bien en exposition à l'est, au sud qu'au l'ouest, des parcelles très bien délimitées avec des noms différents, des vins différents, ce qu'on appelle les climats. On a cité des climats ici, ça c'est la définition même. Mais on a encore une polyculture et on n'a pas encore même probablement le monocépage. Le monocépage, il intervient seulement, on dit après le XVIIIe siècle. On a une preuve, c'est l'enquête, une normalisation des cépages. Une enquête très connue très connue maintenant, qui a été republiée par nos collègues de Tours, Henri Gaillet et Sedmel de Tours, sur un état des cépages en France. On a une enquête de l'intendant, qui s'appelle du près de Saint-Maur, il est à Bordeaux, mais il fait une enquête générale sur la liste des cépages en France, afin d'avoir un inventaire, une statistique de ces cépages. Alors voilà le texte, et en fait, tous les intendants comme lui, les autres, ses collègues, en gros c'est les préfets de l'époque, on lui envoie des échantillons, des variétés, et une description de ces cépages. Et là, on voit encore qu'on a encore une diversité qui n'est pas celle que l'on constate. Par exemple, dans la région, autour de Dijon, pour la description de Dijon, ils nous citent pas moins de 29 cépages, 29 variétés dans leur sens. Ça ne fait pas forcément le nôtre. Oui, il y a du fin pinot noir, du pinot noir bâtard, du petit pinot bâtard. Tiens, c'est du pinot noir, c'est moi qui les ai regroupés comme ça. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, on a du bureau raisin gris, c'est le pinot bureau. On a plusieurs gamets, il s'écrit d'ailleurs gamay souvent en UT. Gamay médiocre, du gamay noir et puis aussi gamay fin. Du pinot blanc, on n'a jamais le chardonnay par exemple. Mais des choses qui pourraient être assimilées au chardonnay, mais on ne sait pas du tout. On a peut-être de la ligotée. Alors, le plan de 3, c'est probablement la ligotée. Est-ce qu'on a d'autres preuves? Est-ce que c'est la ligotée? Mais les autres, on ne sait pas. Est-ce que c'est un seul cépage ou est-ce que c'est aujourd'hui? On n'en sait rien. Et puis alors, Morlignon, monsieur, qui va être de Muscadet. Et puis, plein de choses. On ne sait pas ce que c'est. Les tignes vaches, le gamay blanc, le sioula raisin blanc. Bon, bien sûr, le chasselas, on peut trouver le muscat, évidemment. On a encore des vins sucrés, des raisins sucrés. Donc vous voyez qu'on a une autre diversité. Le monde d'aujourd'hui s'est formé après toutes ces étapes initiales. Autre élément, ça c'est plutôt récent, c'est si on fait vraiment, alors ça vient d'être publié, si on fait vraiment le point sur le pinot, on a fait une nouvelle enquête sur le pinot, sur les mentions de pinot. En fait, là où on voit vraiment les mentions de vin de pinot, c'est autour de Paris. Il y a des premières mentions, même 1375, on a Philippe Le Hardy, vous savez, on parle toujours de Philippe Le Hardy, 1360 points. En fait, il est à Paris quand il fait cette déclaration. En fait, il commande du vin, le pinot, de Paris pour l'emmener vers les Flandres, pour recevoir le fils du roi d'Angleterre et le pape, les envoyés de temps. C'est des mentions qui sont surtout
de Paris et de Lyon. Et 1375 à Auxerre, 1377 à Auxerre. Là, on a des vignes de Pinot. On est sûr qu'on a des raisins. Alors, un bel exemple, c'est ce qui est donné ici, à Saint-Brie, en 1394. En fait, c'est un vigneron qui a battu à mort un jeune garçon qui avait mélangé, comme c'est écrit dans le texte, je vous laisse le lire, un langage de texte. Il avait mélangé les tresseaux et les pinots. Donc c'est tellement important qu'il a été battu à mort. C'est pas drôle pour lui. Hein. Ceci dit, donc il demande grâce au roi, et c'est le roi Charles VI qui fera ce droit. Grâce à cette grâce, si on peut dire, on a cette mention que Saint-Louis-de-Vigneault 1394, il était important de distinguer les pinots des tresseaux. Ça, c'est une mention, elle est ici en bleu. Et on en a d'autres, la plus ancienne qu'on ait, c'est vers Joigny, 1366. En fait, on a une concentration des mentions Pinot. Ça va pas plaire à ce qu'on dit en Côte d'Or aussi aujourd'hui, mais pour l'instant, de mentions de vignes de Pinot et de vins de Pinot, des tonneaux de Pinot autour d'Auxerre, Irancy, enfin en gros, Lyon, l'Auxerrois. Il y a des Auxerrois dans la salle. Et ce qu'on a en Côte d'Or à la même époque, mais c'est pas dit qu'on en a pas, on va peut-être en trouver d'autres après, mais pour l'instant, il n'y a pas de Pinot en Côte d'Or à cette époque. Le Pinot, c'est une affaire, vous voyez, de bassin parisien, de la Bourgogne, ou certes, la grande Bourgogne, un pied en Lyon, et qui va jusqu'à Paris, ou à Paris, le vin Pinot à la mode. Hein. Et même après, dans les flancs, vous voyez, on en a plein d'autres mentions. Ici, on parle de bons plans. On a les bonnes vignes et les bons plans. On n'a pas, et au vin, il faut des vignes des meilleures. Mais jamais Pinot. Le nom, le mot. Donc ça, c'est important parce que qu'est-ce que c'est que ce bon plan? Est-ce que c'est notre Pinot de Maureen? Et que ce Pinot-là n'en est pas un? Ou est-ce que c'est des Pinots aussi? Donc, vous voyez bien qu'on ne va pas s'en sortir avec les noms, puisque les noms des cépages, les noms des variétés, vous avez vu ce qu'elles étaient au XVIIIe siècle, là, au Moyen-Âge. Elles vont poser problème. C'est pour ça qu'on attend, avec impatience, des analyses génétiques sur des pépins de cette époque, des différentes époques, qui permettraient de dire ça, c'est le Pinot d'aujourd'hui, ça, c'est le Gamay, comme vous l'avez fait dans le sud de la France. Un état des lieux en termes de matériel végétal, et toujours en termes de perspective, c'est que personnellement, je considère qu'une des raisons qui concourt à la qualité des vins de Bourgogne est la gestion vignoble. Pour moi, c'est une qualité. Au niveau des pratiques, juste il y a quelques années, la pratique la plus fréquente qu'on avait dans le Bourgogne, c'est ce qu'on appelle la bioficage ou la reprendre la complantation. C'est-à-dire que le viticulteur avait pour culture de préserver sa vigne, notamment les grands-parents des générations actuelles. Et puis les descendants, enfin les enfants et les petits-enfants, ont vu pour habitude, ce qui n'est pas forcément une mauvaise habitude en tout cas, de remplacer les pieds qui crevaient, les différentes raisons. Et donc c'est la technique du piquage et de la complantation. Il y a eu aussi des vignes qui ont été complètement arrachées, certainement pour des questions sanitaires, des questions virales, et puis également pour des questions de changement de cépage. Ça se passait au mieux dans le meilleur des mondes, ça allait très bien. En fait, dans un monde où la majorité des plants qui étaient distillés étaient greffés notamment sur un seul et même porte-reste. On a eu en fait, durant le XXe siècle, ce qu'on appelle des greffés soudés, plutôt au phylloxéra, qui étaient diffusés, mais avec souvent une prédominance d'un seul et même porte-reste. Et en fait, tout allait bien dans le sens où ça se passait bien. Ça n'empêche que sur la dernière génération de porte-rêve qui était conseillée, je ne vais pas vous citer le nom, mais ce porte-rêve en fait était tout à fait légitime, dans le sens où c'était un porte-rêve qualitatif, donc qui répondait complètement à la demande de la profession. Et il a été constaté des symptômes de dépérissement à partir de 2008. Donc quand on dit symptômes de dépérissement, concrètement, ça se traduisait surtout par des niveaux de production, des niveaux de rendement qu'on n'aurait plus les coûts de production. Donc ce constat, en fait, pour moi, était important dans le sens où ça a éveillé la conscience des professionnels de la viticulture sur la notion de diversité. Alors, quand on dit la notion de diversité, pour moi, la diversité fait partie de la culture de la Bourgogne. Mais en tout cas, elle était encore déclinée au niveau du matériel végétal. Donc, vous la retrouviez au niveau des modes de vitification, au niveau des terroirs, au niveau des domaines. Mais il est clair que concernant le matériel végétal, on était plutôt sur un modèle de pensée, entre guillemets, de pensée unique. Donc, cette forme de dépérissement, en fait, il n'est pas encore décliné. Et cette diversité au niveau du matériel végétal, puisqu'on était sur des plantes ou des greffés soudés, elle peut être déclinée au niveau du porte-greffe et notamment au niveau du cépage. Concernant cette déclinaison au niveau du porte-greffe
et notamment du cépage. Sur ce support-là, en fait, vous n'avez peut-être pas tous l'habitude de lire ces analyses de données, mais c'est relativement simple, dans le sens où, au niveau des codes couleurs, vous avez des codes couleurs en fonction des origines géographiques. Le rouge, c'est pour la Côte d'Or, le vert, c'est pour la Saône-et-Loire, le bleu, c'est pour la Champagne. En noir, en fait, vous avez tout ce qui est clone agréé. En fait, c'est une catégorie de matériel qui est certifiée et qui est en tamponné imprimé par le ministère de l'Agriculture. Pour résumer l'interprétation de ce type d'analyse de données, il faut considérer en fait que plus les points sont proches, plus ils sont voisins. En fait, vous avez affaire à des jumeaux. Et sur un support comme celui-là qui date de 2012, ce que je peux constater, c'est que l'ensemble des clones qui étaient diffusés en 2012, en fait, l'ensemble du matériel qui a été certifié, les points sont relativement proches, c'est-à-dire qu'on a très peu de diversité au niveau du matériel qui était diffusé. Donc, peu de diversité au niveau des porte-greffes, diversité au niveau du matériel diffusé. Ça n'empêche que cette diversité, elle existe, puisqu'elle a été constatée. Vous voyez qu'il n'y a pas de règle de choix, des points rouges, des points verts, des points bleus, qui sont complètement éloignés des matérialisés, donc des clones, qui présentent des caractéristiques phénotypiques, génotypiques complètement différentes. Donc, l'intérêt de l'ancienneté du pinot noir, et notamment des cépages Corriveau, justement, c'est qu'il y a une diversité qui existe, et on n'a pas encore valorisé. Donc c'est l'enjeu des années qui viennent en termes de viticulture, sachant que personnellement, si j'avais une diversité à exploiter au niveau de ces conservatoires, j'aurais tendance à sélectionner des grappes, et ça a été expliqué aussi avant, des grappes qui sont également à la forme des feuilles, mais des grappes qui ressemblent fortement aux grappes qu'on peut rencontrer dans les vieilles. Je vous l'ai dit, l'âge du camion est une qualité, est une chance pour la Bourgogne. Généralement, dans les lignes, on a souvent des grappes de petite taille, et surtout des grappes avec des tailles de bébés de taille variable. Et on l'a constaté cette année, on nous a fait la remarque en 2023 qu'il y a des vins issus de John Bean qui ont été aussi qualitatifs que des vins issus de Gifloun. Et je pense que la structure de la grappe, donc avec des tailles des poids de grappes relativement raisonnables, avec des tailles de baies qui sont voisines de ces contours sur les Giflouns, peuvent expliquer ce constat. Donc le but, c'est de piocher dans cette diversité pour que les nouvelles plantations, pour que les jeunes vignes aient un niveau créatif qui s'approche au plus possible de celles des plus âgées. Ce qu'on pourrait se dire aussi également en regardant un graphe comme celui-là, c'est que la va taper dans les familles, mais peut-être que cette diversité peut être une réponse également au changement climatique. Pour moi, c'est l'enjeu de la viticulture au niveau de la Bourgogne. Enfin, c'est un des enjeux, mais je considère personnellement que c'est l'enjeu le plus important. Et on peut peut-être penser qu'au sein de cette diversité, il y a peut-être des lignées ou des familles qui seraient moins sensibles aux contraintes hydriques. Ça, c'est une possibilité. Je vais vous donner un avis personnel par rapport à ça. Les mutations, elles ont été... c'est une réalité, elles existent. Je pense que plus la vigne est âgée, plus elles sont fréquentes. Et il est clair que ce critère de tolérance, entre guillemets, au stress hydrique ou à la contrainte hydrique n'était pas un critère de sélection des anciens. Ça, c'est clair. C'est une donnée qui est relativement jeune. Donc, je suis optimiste, mais je ne veux pas non plus vendre plus rêve. Je pense qu'il y a peut-être des éléments de réponse, mais c'est peut-être pas forcément l'élément le plus important. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on apporte complètement la réponse à la question à travers ces conservatoires. Ça n'empêche que le but, c'est de les caractériser et puis de voir si ça peut être une solution. Ces conservatoires sont quand même relativement riches, dans le sens là où vous avez une représentation d'un des conservatoires, ça représente à peu près un quart des surfaces. Et tous les petits codes que vous avez là correspondent à des lignées. Il est tout à fait possible que par rapport à ça, vous avez des lignées qui se comportent d'une façon différente d'une autre, et je me répète, peut-être qu'on aura peut-être des lignées, on sera peut-être capable de sortir des lignées qui potentiellement seraient un peu moins sensibles à la contrainte. On voit des choses sur le conservatoire, on constate des lignées qui seraient un peu plus sensibles à la sécheresse, mais on retombe sur des fondamentaux de l'agronomie, dans le sens où les lignées les plus sensibles à la sécheresse, ce sont les lignées les plus productives. C'est-à-dire qu'entre un pinot à 30 hectos et un pinot à 60 hectos, le pinot à 60 hectos décroche avant un pinot à 30 hectos. Donc, je ne veux pas qu'on enfonce les portes, mais on retrouve des possibles. Donc, je reste très prudent sur l'intérêt des conservatoires sur cette adaptation au changement climatique.
sur la richesse, sur le maintien et la valorisation de la diversité, oui, parce que je me le répète, hein, dans une situation comme celle-ci, il n'y a pas de souci, mais moi je pars du principe que plus le matériel végétal diversifié, plus on risque d'avoir une certaine complexité négative au niveau des lacs, et pour moi c'est également un facteur de qualité. Et je ne tire pas non plus sur ce qui s'est fait, parce qu'en fait, les clones qui ont été adhérés, ils répondaient à la demande de la structure. Il y a quelque chose pour que tous les clones soient là, qui sont là, entre guillemets. Ce sont des clones qui ont notamment été sélectionnés parce qu'ils avaient certainement un caractère à clone. Et c'est le caractère qu'on peut chercher très clairement. Donc eux, ils ont le droit d'aller autre piste de travail également par rapport à ce matériel végétal. Et je vais sortir un peu du cadre de l'ancienneté, enfin aussi, on peut regarder, valoriser aussi des caractères d'ancienneté. C'est qu'il a été mis en place également des conservateurs des anciens cépages. La liste est relativement importante. Je vais juste prendre un exemple, l'exemple de l'enphare négri. En fait, l'enphare négri, c'est un ancien cépage qu'on a retrouvé sur le Jura. Et le collègue Jura expliquait que les viticulteurs, en fait, ils plantaient l'enphare négri en bord de parcelle, de façon à le retrouver. Ce cépage a une caractéristique, c'est que pour le résumer, pour moi, c'est ni moins que d'acide tartrique, on va, hein, c'est-à-dire que c'est un concentré d'acide tartrique. Et en fait, les viticulteurs le récoltaient des années où au niveau de la vendange était beaucoup trop dur, et ça lui permettait de se passer d'acide tartrique. Juste en passant, pourquoi est-ce qu'ils plantaient l'enphare négri en bordure de parcelle? D'une part, c'était pour ça permettait aux viticulteurs de repérer en gros où il était. Et puis ça lui permettait également il y a quand même pas mal dans le Jura des tournois de pâtes, c'est ce que je veux dire. Et barrière en meubleur, en fait, quand ils montaient une belle arrêt de Montferry négri, ils ont coupé, puis ils en montaient qu'une, et que ça s'arrêtait. Donc il y a deux raisons, enfin, rapport à sa gestion pratique, et puis une raison également, on va dire, prophylactique, qu'on fait les maladies. Donc voilà, il y a des perspectives en termes de matériel végétal qui s'appuient beaucoup sur la diversité. Cette diversité, pour moi, est liée à l'ancienneté du vignoble et à l'ancienneté du cépage. Il ne faut pas non plus se cacher, se voiler la face. Hein. Je vous l'ai dit qu'en termes de changement climatique, il y a des perspectives, il y a des réponses. C'est un des leviers à activer, mais ce n'est pas le seul. Je vais vous donner juste un mot là-dessus. Hein. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur un site qui a été arraché il y a pas longtemps. Vous constatez, hein, si vous voulez sur la côte, vous constatez que la fréquence des arrachages est quand même plus importante pour l'instant qu'il y a quelques années. Les parcelles nues, vous les voyez fréquemment. Et assez souvent, et je suis pas sûr, je pense qu'il n'y a pas que en Côte d'Or qu'on fait ce constat-là, les chapeaux le font aussi, on tombe sur des plantes qui ont des systèmes racinaires que j'appelle traçants ou tablières. Et c'est sûr qu'avec un système racinaire comme ça, par rapport à la sécheresse, c'est pas forcément le meilleur élément, quoi. Donc, ne pas oublier, non, je veux dire, il ne faut pas non plus vouloir tout mettre tout miser sur le matériel végétal. Je pense qu'il y a d'autres éléments, d'autres leviers qui doivent être actionnés pour pouvoir, pour qu'elle reste la ligne un peu plus résiliente par rapport aux conditions de pollution qui s'annoncent. Voilà.